Invitée à l'occasion du festival Cinespagna, la romancière Lydie Salver était de passage à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mercredi 6 octobre 2021, pour présenter son nouveau roman aux éditions du Seuil, Restez debout. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Vous êtes venus très nombreux et pour cause, on est tellement heureux de recevoir Lydie Salver. Oui, c'est vrai qu'il y a un maximum de femmes quand même ce soir. Je remarque. C'est vrai, vous me faites la réflexion, mais c'est tout à fait juste. Donc, merci beaucoup d'être venus. Ouais, il y a quand même quelques hommes. Oui, il y en a là, j'ai vu là-bas. Donc, merci Lydie d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes tellement contents et heureux de vous retrouver à chaque livre. Celui-ci, j'avoue, moi, m'a touché énormément, mais est un petit bijou. Nous allons en parler. Puis je voulais surtout remercier Ciné Espagna avec ce festival avec lequel nous fonctionnons depuis plusieurs années. Victor Del Arbol était notre premier invité en commun. Et puis aujourd'hui, Lydie Salver. Voilà, bon, je laisse la parole à Jean-Antoine Loiseau, que je remercie d'accompagner Lydie pendant ce petit moment autour de Don Quichotte. Voilà, de Cervantes. Oui, enfin ça c'est après. Eh ben, je suis très heureux de vous retrouver, Lydie Salver. Nous étions ici même il y a 4 ans. Oui. Tout homme est une nuit. C'est vrai. Voilà, le temps passe, donc très heureux de. Voilà, je vous suis depuis vos tout premiers textes, tout premiers livres, premiers romans, et je partage l'enthousiasme d'Hélène, pour ce livre, donc Rêver debout que vous évoquez ce soir. Alors vous vous adressez donc à Miguel de Cervantes Saavedra, pour être précis, né en 1547 et mort en 1616. Vous lui adressez un ensemble de 15 lettres, je dirais le temps d'une sorte de relecture passionnée, parce que si j'en crois, et j'ouvre le livre tout de suite, les pages 190-191, on pourrait commencer, c'est pas tout à fait la fin, mais c'est en vous relisant il y a 2 mois que je le réalisais. Alors, en fait, c'est vrai que je commence avant, parce que vous évoquez William Faulkner, qui est un des écrivains que vous affectionnez particulièrement, et il donne une magnifique définition justement de la littérature. Et je vais commencer un peu plus haut, si vous le permettez, la lecture, et je ne peux m'empêcher de vous rapporter cette phrase d'un de mes écrivains préférés, et qui vous doit beaucoup, comme il l'a souvent déclaré, William Faulkner, qui vécut de 1897 à 1962 et sut trouver des mots bouleversants pour dire les idiots, les reclus, les mal-nés, les déchus, les perdants, les octavons et octavones et tous les damnés de l'État du Mississippi, Amérique. Écrire, c'est comme craquer une allumette au cœur de la nuit en pleine forêt. Ce que vous comprenez alors, c'est combien il y a d'obscurité partout. La littérature ne sert pas à mieux voir, elle sert seulement à mesurer l'épaisseur de l'ombre. Vous surprendrais-je, monsieur, si je vous disais que l'évocation que vous faites tout au long du roman de cette épaisseur d'ombre, de ces eaux noires où les hommes s'abreuvent et très souvent se noient, me paraît presque enviable parce que clairement énoncée et parfaitement assumée plutôt que maquillée, tournée en dérision ou honteusement omise. C'est en vous relisant, il y a 2 mois, que je le réalisais. J'avais étudié votre livre à 20 ans, parce qu'il faisait partie d'un programme universitaire. J'étais alors inscrite en licence de lettres à la faculté de Toulouse et n'y avais porté qu'une attention distraite. Je le relis passionnément aujourd'hui et il ne me quitte plus, car il se révèle pour mon bonheur sous un jour entièrement neuf et extraordinairement stimulant, son mouvement en moi ne cessant de s'amplifier, de rebondir et d'éveiller 1000 résonances et tout un monde de pensées, d'images et de questionnements. Parce que j'ai, depuis ma première lecture, enjambé presque 50 années, le temps de comprendre, et que votre livre m'atteint à une distance de plus de 4 siècles, il m'apparaît à présent comme une évidence que cette noirceur, cette férocité, cette violence aride que vous ne cessez de décrire est encore et toujours la nôtre. Je vais m'arrêter là, j'aurais pu continuer, parce qu'après vous parlez de la violence. Alors, ce qu'il faut tout de suite préciser, c'est que le roman, le texte fait souvent des allers-retours, fait des références à notre époque actuelle, mais vous ne voulez pas tomber dans la facilité. Vous dites que parfois c'est facile de se dire, voilà, finalement, la résonance contemporaine d'un fait qui s'est passé il y a plusieurs siècles, mais en même temps quand même, il est quand même d'une actualité criante. Je trouve. Cervantes, voilà. Je trouve. Voilà. Donc pourquoi avoir choisi d'abord cet ensemble de 15 lettres que vous lui adressez, qui sont des lettres
passionné. Alors, vous commencez par l'engueuler au début, on va dire, voilà, et après, voilà, je vous laisse la parole. C'est venu comme ça. Je ne sais pas dire autrement. J'ai écrit une première lettre. Et il s'est trouvé que je me suis prise au jeu, et puis une seconde, et puis une troisième, et je brûlais d'écrire la quatrième, la cinquième, etc. En commençant par une sorte d'antiphrase. Je l'engueule au début. Mais évidemment, on pourrait penser que c'est très arrogant et très prétentieux d'engueuler Cervantes. Et je me garderais bien de le faire sérieusement. Mais c'est une manière de provoquer, une manière de prendre le lecteur à revers, qui s'attend à ce que je sois béate d'admiration devant Cervantes, ce qui serait normal. C'est une antiphrase, en quelque sorte. Toute la première partie est une antiphrase, c'est-à-dire que je l'engueule pour mieux l'aimer et pour mieux l'admirer, comme on le fait parfois avec ce qu'on aime. Est-ce qu'on peut dire que c'est finalement, moi je l'ai lu un peu comme le portrait de l'homme révolté par excellence. C'est le portrait de l'homme épris de liberté. Oui, enfin, voilà, bien sûr, et qui ne, comment dire, qui dérange en quelque sorte tout le banc de nos habitudes, des habitudes du moment en tout cas. Tous ces faits et gestes sont des gestes qui sont non seulement censurés, mais interdits, condamnés. Il libère des galériens, rien de moins. Il va au secours d'un valet qui est frappé par son patron paysan parce que ce valet lui a simplement demandé ses gages. Et à l'époque, on ne prend jamais parti pour un valet contre un puissant. C'est impensable. Il s'attaque à la Santa Hermandad, il s'attaque à l'Église, il s'attaque aux ecclésiastiques. Il fait sans cesse des choses qui dérogent à la règle, qui dérogent aux préjugés, aux habitudes de penser et d'agir. Et en ce sens, on peut dire qu'il est subversif, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que je me mets en colère quand on dit de quelqu'un qu'il est un Don Quichotte pour dire qu'il est un rêveur complètement dans les nuées, comment dire, un farfelu, loin des réalités, etc. Il est bien plus que ça. Il est sans doute, il se lance dans des entreprises folles, sans doute, mais on verra ensuite la question de la folie peut-être. Mais il est bien plus que ça. Et d'où mes engueulades à Cervantes, qui sans cesse répète qu'il est insensé. Mais pourquoi fait-il ça? À l'époque, la censure est terrible. La censure est monstrueuse. Il y a des autodafés pour tous les livres malpensants. L'Inquisition vous punit et vous envoie au bûcher pour un blasphème, pour un adultère, évidemment, si vous êtes juif ou mort, alors là, vous y allez direct. Bref, il y a une censure monstrueuse, monstrueuse. Comme Cervantes prête au Quichotte des actes subversifs en permanence, il faut bien qu'il soit puni pour que ça passe. D'où les bastonnets qu'il se prend en longueur de temps, les crachats, les coups, etc. C'était la seule façon pour que ça passe vis-à-vis de la censure. Il fallait qu'il soit sur l'heure, puni dès qu'il commettait un de ces actes transgressifs. Je le comprends comme ça, en tout cas. Et il vole au secours d'une femme qu'on dirait féministe aujourd'hui, Marcel. Oui, alors ça m'a totalement stupéfié. Mais bien sûr. Le passage sur Marcel, mais bien sûr. Une modernité, enfin, c'est un féminisme. Enfin... Donc Marcel, il vole au secours de Marcel, qui est une jeune femme bien née, qui dit haut et fort qu'elle préfère la compagnie des oiseaux à celle d'un époux, alors qu'il n'y a pas d'autre horizon à l'époque pour les jeunes femmes bien nées que le mariage et la prostitution pour les autres. Elle dit qu'elle veut travailler, horreur, travailler pour une femme bien née, c'est se salir, on laisse ça au souillon, à la valtaille. Elle veut être bergère, elle veut garder des moutons. Elle veut sortir seule et non escortée par un mari, un frère ou un père ou un amant. Bref,
C'est vraiment une figure féministe. Et évidemment, Don Quichotte craint qu'elle soit importunée quand elle fait ce discours à une assemblée de bergers, et il vole à son secours et il dit: si vous touchez un de ses cheveux, je vous transperce de ma lampe, comme il le fait à peu près chaque jour quand il est le témoin d'une injustice. Et ce qui m'a frappé, c'est que parmi toutes les exégèses que j'ai lues sur le Quichotte, écrites la plupart du temps par des hommes, pas une mention sur Marcel, mais vraiment motus. C'est incroyable. Mais c'est incroyable de trouver ce personnage en 1605. Voilà, entre autres. Marcel, elle adresse alors à l'assistance le discours le plus féministe qui, de mémoire d'espagnol, n'ait jamais été prononcé sur cette terre de mâles et surmâles couillus et tumescents, lesquels, faute de manier l'épée, se munissent d'une carabine 22 longs rifles, amoureusement entretenus, ou se servent de leurs mains en guise de battoir pour remettre leur épouse pécheresse sur le droit chemin conjugal. Les Espagnols sont champions en la matière, les statistiques le confirment, serrés de près par les Français. Marcel déclare ceci: « Je suis né libre, et c'est pour garder ma liberté que j'ai choisi la solitude des champs. Les arbres de ces bois sont ma compagnie, l'eau claire des ruisseaux mon miroir. C'est à ces arbres et à ces ruisseaux que je communique mes pensées et que j'offre ma beauté. Je suis ce feu éloigné, cette épée tenue à l'écart. Les hommes que ma vue a séduits, je les ai détrompés par mes paroles. Et si les désirs s'alimentent d'espoir, comme je n'en ai point donné à Chrysostome, ni d'ailleurs à nul autre, on peut bien dire que c'est son obstination qui l'a perdu, et non ma cruauté. Et si l'on m'objecte que ces désirs étant honnêtes, je me devais d'y répondre, je dirais qu'à cet endroit même où l'on creuse sa sépulture et où il m'a fait part de ses honnêtes désirs, je lui ai déclaré mon dessein de vivre dans une perpétuelle solitude. » Et elle insiste, allez-y. Non, vas-y, allez-y. Enfin, on se tutoie. Et elle insiste: « Je possède, comme vous le savez, une fortune personnelle et je ne convoite pas le bien d'autrui. J'ai le goût de la liberté et je ne veux pas être asservi. » Et après, vous reprenez la plume. « Avez-vous mûrement pesé, cher monsieur, les mots que vous mettez dans la bouche d'une jeune fille en 1604 ? Auraient-ils échappé à votre pénétration qu'ils étaient proprement subversifs ? Je les réécris rien que pour mon plaisir. J'ai le goût de la liberté et je ne veux pas être asservi. Tel était déjà Gélatia dans la Galatée, tel est Marcel, qui n'a pourtant pas lu Simone de Beauvoir, ni Virginia Woolf, ni Hélène Sixous, ni Judith Butler. Tel est Marcel, dont les mots déflagrent dans un silence religieux devant les bergers ébahis. Célibataire, écolo avant la lettre, belle, intrépide, indomptable, né libre et vigoureusement déterminé à le rester dans l'un des pays les plus machistes d'Europe. Son discours achevé, la belle Marcel tourne théâtralement le dos à l'assistance et dans un magnifique tremblement du derrière, c'est moi qui brode, disparaît dans l'épaisseur du bois, laissant tous les bergers pantois, parmi lesquels certains font mine de vouloir la suivre. Pour que vous compreniez la scène, tous les jeunes gens des environs sont amoureux de Marcel. Et l'un, tout particulièrement, c'est Chrysostome, et à qui elle explique qu'elle n'a aucun désir pour lui et qu'il la laisse. Et Chrysostome se raconte des romans, est amoureux, etc. Et il finit par se suicider par désespoir. Et donc tous les bergers disent: mais cette femme est cruelle, elle est manipulatrice, elle est perverse, c'est une mauvaise femme, etc., etc. Et donc elle se justifie auprès de l'assemblée des bergers qui sont venus à l'enterrement de Chrysostome, le désespéré. Le titre du livre, Rêver debout, vous l'avez eu rapidement, vous en avez eu Oui. l'idée très vite, parce qu'il fait allusion à une page du livre qui renvoie à... Oui. Ouais. Je cherchais quelque chose qui dise justement à la fois, et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, la part d'utopie, la part de rêve, et la part don quichotesque, et la part Sanchesque, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, celui qui dit il y a des limites humaines, il faut voir la réalité telle qu'elle est, la réalité nue, brute. Et donc, parce que tout le livre est un plaidoyer pour que cesse le divorce dans lequel je suis, dans lequel la plupart nous sommes, entre ce que nous pensons, ce dont nous rêvons et nos gestes dans la vie. Il y a une espèce de séparation entre nos grandes idées généreuses, etc., et souvent
leur pauvre réalisation dans la réalité. Don Quichotte est quelqu'un qui a beaucoup rêvé, qu'il faisait des actions magnifiques et grandioses, mais lui essaie il essaie de réaliser son rêve, il essaie de l'ancrer dans le réel, il essaie de lui donner corps vraiment, vraiment. C'est pour ça que je suis fâchée quand on dit qu'il est fou et que c'est un esprit purement chimérique et dont toutes les actions sont vouées à l'échec, etc. Ça me fait penser qu'on évoque la folie, justement, le rêve. Mais c'est en fait, moi je trouvais la folie du Quichotte, elle est belle. Enfin, la part du rêve, c'est la part de la liberté. Alors, c'est aussi peut-être la part du cœur, mais le cœur au sens du courage, enfin au sens. Oui, pascalien presque. Pascalien, voilà. Oui, Est-ce qu'il faut le voir comme ça? Mais oui, bien sûr, oui. Que puis-je dire d'autre? Oui, et puis il y a aussi énormément de. On sent, alors on retrouve chez vous, il y a de l'humour, hein, il y a votre travail sur la langue, une espèce de verve. Il y a beaucoup de figures, une sorte d'anaphore, souvent de répétition. Enfin, il y a un énorme. Enfin, ça vous vient naturellement, j'imagine, mais il y a un travail, il y a un plaisir de lecteur, en tout cas. C'est du plaisir et du travail. Du plaisir, voilà, c'est du plaisir et du travail, c'est les deux. Vous disiez que vous avez relu, donc un peu, j'imagine, vous l'avez peut-être relu pour les besoins de la cause, pour les besoins du livre. Et vous avez lu des textes aussi sur lui, vous parliez d'exégèse. Pas trop. Je ne voulais pas me lancer dans quelque chose de professoral et faire un essai comme on l'est fait dans l'université. Non, je me suis un peu renseignée, bien sûr, hein, mais je ne peux pas dire que j'ai fait un travail qui relèverait de l'essai. Il est aussi, j'avais relevé cette citation aussi, il ne possède pas la volupté de posséder, une phrase que j'aime beaucoup, il y en a plein, mais il n'a pas une carte bleue à la place du cœur, comme aurait dit ma mère, qui s'exprimait souvent à la manière imagée de Sancho. Mais oui, parce que ce qui est beau dans ce livre, c'est qu'il y a la langue très belle, très tenue, très lyrique au début, un peu moins à la fin du Quichotte, très aristocratique. Et à côté, c'est ça qui est très, très intéressant, la langue savoureuse de Sancho, qui déforme les mots, qui déforme les expressions, qui a des proverbes un peu lourdeaux, mais plein de bon sens. C'est ça qui est beau, c'est ce mariage entre une langue très, très aristocratique, je ne sais pas comment la désigner, et cette langue très, très populaire. Et comme c'est une chose que j'aime infiniment dans les livres, et que je trouve peu en France, que je trouve davantage dans la littérature espagnole. C'est mon dada, ça. Mais oui, parce qu'en France, il y a Rabelais, l'immense Rabelais, qui fait ça à merveille. Et puis, fondation de l'Académie, 1635, il faut une littérature qui soit à hauteur de prestige royal. Tout ce qui ressemble à de la culture populaire doit être banni. Ça souille, c'est impur, ça ne va pas. Et les critiques sur Rabelais sont très, très, très violentes. Et j'ai l'impression qu'on est encore un peu resté, avec des exceptions, sous emprise classique, qui est une langue très belle aussi, mais d'où la verve populaire a complètement disparu. Et alors qu'en Espagne, il me semble, mais Marie, peut-être tu nous diras mieux, Marie, c'est ma sœur, elle est là. Elle est prof d'espagnol. Ah bah oui. Cette veine où l'on retrouve la belle langue et la langue populaire intriquée, elle court le long de la littérature, et on le voit aujourd'hui avec Rodrigo Garcia, par exemple, hein, ou Angelica Lidl, qui a une langue incroyablement, presque obscène par moments, et par ailleurs tout ce qu'il y a de plus élégant. En France, il y a quelques exceptions, mais je trouve que la plupart du temps, on se tient bien. Je trouvais qu'on est un peu corseté, un peu peut-être. Un peu. Un peu, je sais pas. Oui. Mais
pas tous les Mais vous écrivains. l'évoquez, vous dites à un moment aussi cette capacité aussi qu'ont les Espagnols de nommer les choses dans leur crudité. Et de blasphémer. De blasphémer, puis aussi de nommer les besoins naturels, par exemple. Aussi, oui, mais par exemple, me cago en Dios, qui signifie je chie en Dieu, rien de moins. C'est une ponctuation, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais vraiment. Et je l'explique par l'emprise terrible qu'a eu l'Église catholique sur les consciences espagnoles, qui fait que la façon de sortir de l'emprise, c'est une interprétation, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je me dis ça, mais l'art de blasphémer des Espagnols est infini, vraiment. Hostia puta, hostia tout court, bien sûr, bien sûr. Hostie, c'est l'hostie. On malmène l'hostie. Ce qui devrait être intouchable, normalement. Une caractéristique du Quichotte, c'est qu'il ne veut ni ne sait composer avec son temps. Enfin, c'est à chaque fois, il est totalement... il y a des pages là-dessus. Oui, on dirait que c'était un inadapté. Peut-être parce qu'il est trop en avance. Mais peut-être. Dans son lien, par exemple, avec Sancho, il instaure avec son écuyer, son valet, un rapport qui est un rapport d'égalité, enfin, un rapport à dignité égale. À l'époque, ça stupéfie qu'il invite Sancho à sa table et qu'il le laisse parler devant des gentilshommes. Et, avec Marcel aussi, il est très en avance sur son temps. En tout cas, oui, il est en position d'exilé tout le temps. Et il le paie cher. Justement, il y a de très belles pages sur le couple. Je pense que c'est un couple, Sancho, Quichotte, j'ose le mot, parce que c'est sur l'amitié. Mais bien sûr. Ça, c'est une idée que vous aviez dès le début de l'écriture du livre? Non, j'ai jamais d'idée au début. Non, j'ai pas de plan. Non. J'imagine bien. Mais il y a des auteurs, tout ce qu'il y a de plus remarquable, qui font des plans, etc. Je ne sais pas faire ça. Et au fur et à mesure que j'avance, le livre se construit au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'ils font couple, vraiment. Et c'est un couple, et ça me plaît de le dire, qui est en chacun de nous. Parce que et c'est pour ça que le livre a eu ce succès depuis 4 siècles. Parce que je crois qu'il y a en chacun de nous un Quichotte qui rêve, qui veut un monde meilleur, qui veut attraper le ciel, qui veut de la fraternité, et un Sancho qui nous murmure « Fais gaffe, il y a des limites, tu es mortel, tu es sur terre, ne prends pas de risques, etc. » Et je pense que ce couple-là est en chacun de nous à des degrés divers, et je crois que c'est ça qui parle quand on lit le Don Quichotte, me semble. Est-ce qu'il n'y a pas, vous l'évoquez, une part peut-être d'enfance chez Don Quichotte? Absolument. Même une part immense, importante, immense. Une candeur immense, ce qui fait qu'il ne prévoit jamais la réaction méchante des autres. Il est incapable de la concevoir. Et je dis souvent qu'il est d'une inlassable bonté, mais c'est une bonté qui n'a pas à prendre les apparences de la bonté, puisqu'elle l'est. Il n'y a que les gens qui sont faussement bons, qui se croient obligés de donner des preuves de leur bonté. Et pire que ça, c'est une bonté en armes. C'est une bonté qui prend les armes chaque fois qu'elle est scandalisée, cette bonté. Alors, l'un est candide au possible et le premier malin venu peut abuser de lui. Mais oui. S'il est davantage qu'un autre, Candide, s'il est aveugle à la rouerie et à la malignité des hommes, c'est que tout simplement, il ne lui est pas donné de les concevoir. Non. C'est que tout simplement, son âme est innocente. Mais oui, il ne conçoit pas que les autres soient mauvais. Et ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est que dans l'ingénieux Don Quichotte de la Manche, c'est qu'il vole au secours, par exemple, des galériens. Et les galériens, au lieu de lui montrer de la gratitude, le frappent. Ils abusent. Ils voient que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la norme,
qu'il est donc vulnérable. Et donc, ils se vengent sur lui de leur propre médiocrité. C'est quelque chose de très troublant, parce que ça arrive très souvent que les médiocres qu'il veut, lui, se sauver ou défendre, le paient en ingratitude, sinon en violence. Et c'est pour ça que je dis que c'est un livre qui dit l'obscurité des hommes et la noirceur aussi. Terrible. Terrible. Il n'y a que Sancho, au fond, qui avec lui est loyal, fidèle, même s'il le chipote souvent. Il l'asticote un peu. Il l'asticote, oui, il l'asticote. Il lui dit, oh là, là, ça suffit, oui, calmez-vous. Mais c'est sinon l'immense réaction des autres est mauvaise, et méchante, et haineuse. Comme si, parce qu'il était supérieur, parce qu'ils doivent bien percevoir qu'il y a quelque chose de très grand, de très beau dans ces... Il fallait qu'il en soit puni. Il fallait le... Oui, ce sont les hommes du ressentiment, dirait Nietzsche, qui punissent ceux qui les dépassent et ceux qu'ils envient. Et tout le livre est traversé de ça, si bien que Nabokov a dit que c'était le livre le plus violent qu'il n'ait jamais lu. Mais, pour remettre les choses à leur place, hein, on ne rit pas des mêmes choses aujourd'hui. Et la violence, par exemple, le rire est culturel, même le rire est culturel. Au XVIe, dans les farces et dans la commedia dell'arte, frapper un personnage, ça déclenche l'hilarité. Plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, vous frappez un personnage au théâtre ou au cinéma, ça ne fait rire personne. Et donc ça indique la dimension culturelle du rire et de la violence aussi. Cette violence que vous évoquez, qui perdure de nos jours. Enfin, oui, sous des formes beaucoup plus invisibles, insidieuses, beaucoup plus élégantes, beaucoup plus masquées. Masqué, c'est le mot. Oui. Toujours à propos de Sancho, donc l'autre, c'est Sancho, essaie de lui dessiller les yeux, et parfois rudement. Lorsque le Quichotte l'interroge, par exemple, sur la rumeur qui court à son sujet, Sancho répond sans détour que les gens du commun le prennent pour un dingue, les gentilshommes pour un imposteur, un hidalgo porte-t-il des bas noirs reprisés avec de la soie verte, et les chevaliers errants pour un intrus. Envoyé. Et après que le Quichotte est descendu dans le gouffre de Montesinos, où il prétend avoir vu des merveilles à foison, Sancho lui balance que ce ne sont là que foutaises et histoires à dormir debout. Bref, qu'il se la raconte. Et il ne mâche pas ses mots, même si vous me tuez à cause de ce que je viens de dire. La vérité pour Sancho ne se négocie pas. Sancho est cash. Il dit les choses sans chichi et sans précautions oratoires. Il est l'ami que l'on rêve d'avoir. Oui. Il est le seul qui dit sa vérité au Quichotte, par amitié. Parce que l'amitié, parfois, comment dire, pardon, oui. Voilà. Exigeante, oui. Ça l'amitié est exigeante. Merci Marie. Il y a une amitié qu'ils ont finalement tissé tous les deux. Oui, au fil du temps. Longue. Parce que c'est ça aussi que peut-être qu'on ignore. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne va pas au bout du Don Quichotte. Au début, Cervantes, il veut ruiner le genre chevaleresque. Il dit cette littérature complètement hors sol, avec des princesses captives toutes blondes et pâles, et des chevaliers bien peignés qui réussissent tous à tuer les méchants, ça suffit. Il veut ridiculiser donc le roman chevaleresque. Et il commence son livre un peu comme une boutade, il veut le rendre ridicule. Et donc il l'envoie se battre contre des moulins à vent. C'est vrai que c'est ridicule. Mais ce qui se passe, c'est que Cervantes, au fur et à mesure qu'il avance, au fur et à mesure qu'il écrit son livre, il se prend à aimer son personnage. Il le rend plus subtil, il le rend plus profond, il le rend plus humain. Et c'est vrai que plus ça va, moins il est dingue au fond.
Et ça, il faut aller au bout pour s'en rendre compte. Parce que si on lit les premières pages du Quichotte, ce sont les pages, malheureusement, que les gens retiennent. Il se bat contre des moulins à vent. Donc, le pauvre, enfin, il est insensé. Ce n'est que le début. C'est ce que vous écrivez, du reste, que la plupart du temps, même dans l'enseignement, même dans l'éducation, vous dites souvent, c'est le passage qu'on cite, voilà, c'est le fameux... on va pas plus loin. Voilà, et on rigole doucement d'une telle incongruité. Et c'est rageant, parce qu'il est bien autre chose. En fait, Cervantes, en écrivant sur ce Quichotte, il l'aime de plus en plus, un peu comme vous, qui finalement, en écrivant votre livre, au début... sans doute. Voilà, et puis... Oui. On ne compare pas à lui, mais c'est vrai que plus j'allais, plus je l'aimais. Ouais. Et c'est pour ça que j'étais joyeuse d'écrire ce livre. Vous l'avez écrit sur une durée... très courte. J'ai fait la première version, j'ai dû mettre 1 mois et demi, pas plus, je crois. Et je l'ai envoyé à Hugues Jalon, qui est mon patron du Seuil et éditeur. Il m'a dit fonce. Alors là, vous avez des ailes. Et là, on se met au travail du matin au soir. C'est pour réorganiser, peaufiner, écrire. Ce qu'il a surtout, entre autres, c'est le sens du merveilleux. Enfin, c'est un beau, vous l'écrivez en même temps. Vous l'avez compris, cher monsieur, je suis terriblement de parti pris. Et j'ai tendance à approuver votre Quichotte. On avance. Quoi qu'il dise et qu'il fasse. En un mot, je suis fan. Je peux même avouer que j'éprouve pour lui l'enthousiasme buté d'un supporter sportif, les hurlements en moins. Ah oui. Ce merveilleux, finalement, ce sens du merveilleux dont vous dotez votre Quichotte, du merveilleux normal, comme dirait le poète. Oui. Cette faculté à reconnaître candidement la beauté dans les êtres et le monde, avec chaque jour les yeux neufs d'un enfant. Et pour nous, cher monsieur, pour nous les humains du XXIe siècle, qui en sommes privés, le seul merveilleux tolérable, le seul merveilleux permis étant réservé aux enfants entre 2 et 5 ans durant les fêtes de Noël. Un bienfait des plus précieux. Ouais. Et il s'émerveille de Dulcinée. Mais là aussi, Cervantes s'évertue à tordre tous les codes du roman chevaleresque. Tous. Dans le roman chevaleresque, la jeune fille, la princesse, est toujours, je l'ai dit, belle, sublime, elle dégage des parfums d'Arabie, etc. Du coup, Dulcinée, elle pue l'ail, elle pue la sueur, elle bosse, elle charge son âne de bottes de je ne sais quoi. Vous voyez, il tord tout, il prend chaque code et il le brise et il s'en moque et il le détourne. C'est ça qui est drôle. Il le détourne, mais d'une modernité aussi, là encore, étonnante, parce que finalement, il a tout compris de l'amour, en fait. Mais absolument. Et c'est un amour... D'abord, c'est un amour démocratique, c'est pas moi qui le dis, je l'ai lu je ne sais où. Hein. C'est un gentilhomme qui aime une paysanne, il faut le faire. Et puis, évidemment, il n'a pas besoin de vivre avec Dulcinée dans la vie. Et il fait tout pour ne jamais la voir. Et comme je suis de parti pris et d'une mauvaise foi absolue, je dis qu'il a raison et qu'il ne faut pas gâcher l'amour par la vie quotidienne, le ménage, les disputes et autres emmerdements. Et voilà, donc j'ai un peu comme ça une envolée lyrique autour de l'amour non consommé, non vécu, non quotidien. C'est qu'il a tout compris, cher monsieur. C'est qu'il a compris que l'éloignement ou l'absence engendrait l'appel d'air qui donne à l'amour son essor. Il a compris que la privation et le manque exacerbaient follement le désir. Les poètes courtois racontaient que l'intensité liée à son inassouvissement atteignait des degrés tels que l'amant et sa dame, exténués et pantelants, se trouvaient pris de commotion lorsqu'ils finissaient, après avoir souffert 1000 attentes et tergiversations, par s'effleurer du bout d'un doigt. Il arrivait même qu'ils tournassent de l'œil.
Mais oui, mais oui. Il a compris aussi qu'amour signifiait leurre, signifiait duperie, signifiait aveuglement, signifiait projection sur l'autre de qualité purement imaginaire. Je sens que je vais déplaire. Semblable en cela à l'amour que porte un père à son enfant, sans beauté ni talent, amour qui, je cite votre prologue, lui met un bandeau sur les yeux et l'empêche de voir ses défauts. Il est si bien aveuglé qu'il considère ses sottises comme des marques de jugement et de subtilité et les rapporte à ses amis pour des traits d'esprit et de finesse. C'est Cervantes qui dit ça. Oui, c'est Cervantes, oui. Il a compris que pour ne point risquer, ça c'est vous qui reprenez, il a compris que pour ne point risquer un inévitable fiasco, il fallait se garder d'approfondir le gouffre entre l'illusion délicieuse, littéraire et somme toute très confortable, et l'impitoyable réalité. Il fallait que Dulcinée restât une fiction merveilleuse, une image sans tache, un songe au paradis des songes. Il a compris que l'amour de près, l'amour domestique et bien réglementé, ne pouvait longtemps demeurer sur les cimes et engendrait fatalement déception, amertume, criaillerie et toutes sortes d'emmerdements, ce que presque tout le monde sait et que presque tout le monde dénie. Il a compris surtout qu'amour signifiait sexe et que le sexe était véritablement totalitaire, qu'il vampirisait la cervelle, la troublait, la torturait, l'obscurcissait et vous faisait chavirer en moins de deux dans l'illogisme le plus pur. Il a compris qu'Eros rendait con. Le cul, la bite égale 0. Pas de baisse donc, pas de cajolerie, pas de mamour ni autre mignardise, pas de lubricité adhésive, pas d'attendrissements émollients ni d'élucubrations libidineuses qui finissent par vous amollir le tempérament, pas d'angoisses éprouvantes lorsque l'amante a ses nerfs ou qu'elle réclame sa ration syndicale de caresses, pas de participation à l'œuvre procréatrice bien que fortement applaudie par la nation et notre mère l'Église, et pas de routine fornicatoire, jamais. Le Quichotte ne s'accordera aucune dérogation. Et son amour pour Dulcinée restera inconsommé, à l'instar de celui de Dante pour Béatrice. Les appels de la chair et ses prétendus sortilèges, les affres sexuelles qui vous laissent en loques, ne le détourneront en aucune façon de sa voie. Il ne se laissera pas égarer par elle. Magnifique, vraiment. Bien sûr, c'est un livre aussi, on s'en doute, mais il faut le dire, sur un hommage à la littérature, à la langue. Vous dites à un moment, c'est le plus écrivain, vous écrivez le plus écrivain des écrivains. Enfin, mais oui, oui. D'abord, mais ça tout le monde l'a dit, mais bon, on peut le redire. Tout le monde a dit qu'il avait créé le roman moderne. Pourquoi ? Parce que jusqu'à son roman, le roman pastoral et le roman chevaleresque, nous décrivaient un monde homogène, clos, parfait, où le moi était en accord avec le monde, où le personnage était toujours en accord avec ce qui l'entourait, etc. Avec Cervantes, le monde apparaît très bousculé, violent, éparpillé, et le personnage pas du tout en accord avec le monde, au contraire, en difficulté avec le monde, en rupture souvent avec le monde, exilé, solitaire. Et à ce titre, il inaugure, peut-on dire, le roman moderne, qui est un roman de la faille, de la rupture, de l'hétérogénéité, du multiple, etc. Avec aussi, c'est un personnage, enfin, là je reviens à Quichotte, qui est toujours dans le dénuement, dans la solitude, mais c'est peut-être aussi, vous l'écrivez, je crois, le dénuement finalement un gage de liberté, un peu, enfin, c'est une sorte Pour lui, ça l'est. Il est un exemple de... J'ai appris une chose, c'est que les bobos décroissants s'appelaient les baudets. On m'a dit ça l'autre jour. Je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'il est dans cette figure exemplaire de la décroissance. Ça veut dire qu'il se nourrit, il boit l'eau des ruisseaux, il dorme dans les prés, ils vivent de rien ou de très très peu, et ça leur va. Et le Quichotte dit qu'il préfère ça aux flagorneries et aux mensonges qui règnent à la cour, où les gentilshommes se pavanent en disant toutes sortes de sottises. Donc il est anard, il est décroissant, il est féministe, il est parfait. Oui, c'est assez fou quand même. Hein, c'est un peu projectif, mais... Non, mais... Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, et là, on peut retrouver aussi un peu l'époque, c'est qu'il n'appartient pas, vous l'écrivez, je crois, Charles de Cervantes, là, au sérail littéraire. Il n'est pas du tout dans le monde. Oui, mais ça, c'est intéressant parce que c'est la vie de Cervantes. Voilà, donc, Cervantes, il commence sa vie comme
comment ça se traduirait, sorte de valet d'un gentilhomme puissant, c'est-à-dire qu'il doit faire son lit, vider son seau, etc. Et il pense qu'il a mieux à faire. Et il s'engage dans la marine et il va être blessé à l'épante, au bras gauche, ce qui fait qu'on l'appellera le manchot de l'épante. Il est fait prisonnier par les barbaresques et amené à Alger, où il va être pendant 4 ans captif du bey d'Alger. Il va essayer X fois de s'évader et il finira par être libéré par caution. Et donc, il subira aussi plusieurs fois la prison pour des peccadilles. Ce qui a un avantage, c'est qu'il va rencontrer toutes sortes de gens en prison. Et quand il écrit donc Don Quichotte, il n'a pas de protecteur, alors qu'à l'époque, tous les écrivains ont un protecteur, il en aura ensuite un. Il n'a pas de fortune, il a fait de prison, donc son livre sort et calme plat, pas de réaction. Vous savez ce qu'il fait ? Il écrit un libelle contre son propre livre, Bouscapied. Et du coup, mais c'est extraordinaire. Et du coup, tout le monde se jette sur ce livre. Et ce qui est très beau aussi, c'est qu'il est lu aussi bien dans les villages, on le lit dans les villages, dans les cafés, dans les auberges, auprès du peuple, et évidemment à la cour. Et Philippe III s'en amuse. C'est un livre qui trouve son accès à tous, tout de suite. Et il devient le premier best-seller, après la Bible, je crois. Et il arrive ceci par la suite, c'est qu'il a un tel succès qu'un imposteur va écrire à sa place une deuxième partie sous le surnom de... Comment ? Non, c'est pas lui. Non, il s'appelle... Bref. Donc, il y a une deuxième partie. Donc, et ça rend fou le Quichotte. Ça rend fou le Quichotte. Je vous dirai après ce qu'il en fait. Mais ce qui renseigne aussi sur notre incurie quand nous sommes lecteurs, c'est que comme c'est un très mauvais livre, le second écrit par l'imposteur, c'est pas subtil, c'est pas drôle, c'est lourdeau, c'est bien pensant, bref. Mais tout le lectorat qui s'est pâmé devant la première partie se pâme devant la deuxième parce qu'il croit que c'est de Cervantes. Ça le rend fou, Cervantes. Et donc, donc il écrit lui-même la deuxième partie et il passe une partie de son temps à dire quelques méchancetés contre l'imposteur. Et surtout, Don Quichotte, quand il va quelque part, il dit « Je suis le vrai, hein. Je suis le vrai. » C'est drôle, mais c'est drôle. Non, mais il y a plein de livres dans le livre. C'est ça qui est incroyable. Et il va même trouver un notaire pour lui dire « Enregistrez que c'est bien moi le vrai. » Et le notaire note... Donc il n'appartient pas au sérail littéraire, comme pas du dit, tout. Et du coup, il faut un peu un rapprochement avec Shakespeare, hein, qui a dénigré de son temps aussi. Absolument. Ouais. Il serait mort le même jour, semble-t-il. Oui, donc comme il est talentueux et non protégé, vous pensez bien qu'il va subir les jalousies du corps littéraire à peu près dans son entier. Et j'ai lu que Shakespeare avait aussi pâti de son talent, de son temps. Oui, Shakespeare accusait, comme vous, on vous dit comme Cervantes, de mêler le burlesque au tragique, voilà. Et souffrant comme vous d'être très au-dessus de son temps. Oui, il fait rire, donc il fait rire, mais c'est vulgaire de faire rire, hein, enfin, vous voyez. Oui, puis allusion aussi, vous faites un rapprochement avec l'époque actuelle. Hein. Ils tiennent votre Don Quichotte de la Manche pour une œuvre mineure, la plus inexcusable étant donc qu'elle fasse rire. Vous venez de le dire. Il est des choses dans une monarchie catholique avec lesquelles on ne badine pas. A-t-on jamais surpris un prêtre bouffé en chair et raconter des blagues au sujet de Jésus ? Consolez-vous, monsieur, la même intolérance sévit à notre époque.
Il est mal vu de plaisanter sur un certain nombre de sujets, et l'on risque de ruiner sa carrière, et parfois même sa vie, si l'on pousse un peu loin l'esprit de raillerie. Me croiriez-vous si je vous disais que des dessinateurs furent assassinés à Paris en janvier 2015 pour avoir publié quelques dessins d'humour à caractère religieux? Oui, j'essaie de temps en temps de faire un pont, jeter un pont entre 1605 et aujourd'hui. Ce qui m'a aussi frappé, c'est aussi, bon, après on va passer la parole au public, c'est aussi le fait qu'ils mettent en avant, qu'ils mettent en avant sur un pied d'égalité. Il évoque aussi bien le peuple, vous expliquez, il donne la voix finalement à toutes, aux faibles, aux forts, aux fermiers, aux domestiques. Bien sûr. Mais parce que dans le roman chevaleresque, le peuple n'était vu que du haut d'une tour, ou derrière la vitre, il y avait des vitres à cette époque, j'en sais rien, non, sûrement pas, d'un carrosse, alors que lui, on rencontre en le lisant des aubergistes, des paysans, des soldats, des montreurs de marionnettes, des putains, des duchesses, des duègnes, bref, le monde. Ça, oui, ça aussi, c'est une chose très, très, très belle. Donner la voix à tous, à chacun. Oui, ça, c'est très beau. Si vous n'en faites pas une description parfaitement exacte, parfois, si vous brodez, falsifiez et exagérez à plaisir, car vous n'êtes pas notaire ou huissier, que je sache, mais bel et bien écrivain, vous avez superbement suggéré le sombre et pesant climat qui règne dans cette Espagne du siècle d'or. Oui. L'Espagne de l'Inquisition, bien sûr. Et avec cette Santa Hermanda qui avait à la fois une tête catholique et une tête royale, enfin une double tête, et qui était constituée de milices qui faisaient la chasse à tout ce qui dérogeait à la règle catholique et à ceux qui allaient avec. Il va même jusqu'à transgresser, enfin, il fait parfois une transgression religieuse. Il voit passer un défilé de pénitents qui transportent l'icône de la Vierge. Et il leur rentre dans le larme. Et ça, c'est à peine croyable. C'est une agression pareille contre le corps ecclésiastique et de l'ordre de l'inconcevable. Et donc, évidemment, après, il est bastonné, puni, etc., histoire que ça passe et qu'on puisse rire au final. Et pour le peuple qui lit ça, qui est sous cette chape catholique, lire ce genre de choses, ça ne peut qu'amuser, ça ne peut que plaire, évidemment. Ouais. Et en même temps, vous savez, c'est le péché le plus épouvantable qui se puisse imaginer sur une terre chrétienne. Enfin, c'est une bien sûr. Charge brutale du Quichotte, c'est l'impensable qui surgit, c'est la transgression absolue, l'opprobre impardonnable, le péché le plus épouvantable qui se puisse imaginer sur une terre. Oui. Est-ce qu'il y a des Quichottes aujourd'hui? Vous voyez des héritiers Mais je suis sûre qu'il y en a. Mais ils sont solitaires. Le Quichotte est solitaire. Les Quichottes ne supportent pas la meute. C'est impensable. Ni les mots d'ordre d'un chef quelconque derrière lequel se rallier. Et c'est ce qui fait sa beauté et sa fragilité. Les Quichottes, ils sont seuls. Et je cite à un moment les premiers résistants. Les tout premiers résistants, tout le monde disait qu'ils étaient dingues, qu'ils ne pouvaient pas réussir devant la force énorme nazie et fasciste. Ils étaient vraiment des Don Quichotte parce qu'ils s'en foutaient. Il fallait se battre, quel que soit le résultat. Donc, régulièrement, il y a des Don Quichotte. Je cite aussi Mandela, au tout début. Mais le souci, c'est qu'ils ne peuvent pas faire foule. C'est pas possible. Ou bien une foule de Don Quichotte, tous libres, tous agissant selon leur conscience, tous insoumis, etc. Est-ce concevable? J'en sais rien. Ça me paraît difficile. Comment? Pardon? Dans les ZAD. Ouais. Oui, il y a des expériences sûrement. Et qui oui, sûrement, et d'autres.
On va vous passer la parole. Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions pour Lydie Salvert à propos de son livre Rêver debout, donc aux éditions du Seuil? Oui. Je peux vous passer le micro, je crois que j'ai le droit. Maintenant, les normes sanitaires me permettent... Bon. Oui, avec le masque. Bonjour, merci. Vous disiez qu'à la fin de sa vie, il a eu un protecteur. Vous pourriez nous en dire un peu plus? Ça voudrait dire qu'il a eu la notoriété sur la fin de... Le duc de Lemos, qui l'a protégé jusqu'à la fin. Le livre était vendu, il a eu grande notoriété à cette époque-là. Mais dès qu'il publie, dès qu'il fait le libelle contre la première partie, et suivi de la seconde, il est traduit presque aussitôt. Hein. Sauf qu'on traduit la mauvaise version en français d'abord, la version de l'imposteur. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, il est traduit, je crois, en 250 langues. C'est un des personnages les plus universels qui soient, mais précisément parce qu'il y a la présence de Sancho. Je pense que le Quichotte seul n'aurait pas cet incident, ce poids. Mais sur la folie, on a peu parlé de la folie, mais c'est vrai que c'est une question qui traverse tout le livre. Qui est fou? Qui est le plus fou? Don Quichotte ou les inquisiteurs? Qui est le plus fou des deux? Pourquoi est-il désigné comme fou? Parce qu'il a une puissance visionnaire que les autres n'ont pas? Parce qu'il est trop singulier? Vous voyez, à chaque page, on peut se poser la question de la folie. Est-ce qu'il n'est pas rejeté avec cette violence parce que ceux dont on a toujours peur face au fou, c'est qu'il révèle la nôtre? Hein, et qui fait qu'on est dans le rejet, souvent, vis-à-vis de la figure du fou. Parce qu'il est rejeté presque systématiquement par ceux qu'il interpelle ou qu'il croise. Mais cela dit, la folie au XVIe et XVIIe n'était pas regardée comme aujourd'hui. Et j'ai lu qu'il y avait un fou à la cour de Henri III, je crois, qui était complètement délirant, qui racontait des histoires, qui était le bouffon du roi et qui était tout à fait respecté. Tout à fait respecté. Parce que bouffon du roi peut-être aussi. Mais l'enfermement, ça vient après. Et le rabattement de la folie sur la maladie, ça vient après. Et on se demande s'il faut y voir un progrès. Moi qui suis psychiatre, je me permets de dire ça. Qui a été psychiatre. Marcel m'a fait penser à la fiancée du pirate. Marcel. Oui. Mais elle n'a même pas un fiancé pirate, hein, Marcel. Oui, mais cette liberté. Cette liberté face à un village qui la désigne, quoi. Enfin, bien sûr. Mais comme ça arriverait aussi aujourd'hui. Et aussi, comment ce film a été... très fort à l'époque où il est sorti. Ce personnage... Lequel film? La fiancée du pirate. Ah, la fiancée du pirate, pardon. Oui. Non, ok. Non, parce qu'il y a eu des entreprises filmiques à propos du Don Quichotte et qui... La plupart sont des échecs. Hein. Terry Gilliam, mais il l'a refait, je l'ai vu, et c'est très décevant. C'est un cinéaste anglais, parce que c'est de la littérature, tout simplement, et que la littérature est peut-être pas toujours à l'aise au cinéma. On va passer à la dédicace, peut-être. Allez, je reste ici pour dédicacer. Le roman de Lydie Salvert, Rester debout, est paru aux éditions du Seuil. Lydie Salvert est l'autrice de nombreux romans, parmi lesquels La Compagnie des Spectres, prix novembre 1997, La Conférence de Sainte-Gabelle, Passage à l'ennemi, BW ou encore Pas pleurer, prix Goncourt 2014. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 6 octobre 2021,
en partenariat avec le festival Cinespagna. Réalisé et mis en onde par Radio Radio.